Elle a été vénérée comme une icône de pouvoir, de mode et de défi, mais pendant la majeure partie de sa vie, Cher a enfoui la douleur sous les paillettes. Aujourd'hui, à 79 ans, elle parle enfin avec une honnêteté sans filtre. De Sonny, de la maternité, de la maladie qui a failli la tuer, du contrôle, de la trahison et de la solitude derrière les projecteurs. Dans des documents judiciaires, des interviews et ses mémoires à venir, Cher n'esquive plus les questions difficiles. Et ce qu'elle admet aujourd'hui, c'est tout ce que nous soupçonnions, et bien plus que ce que nous savions. Une enfance construite sur l'instabilité, la peur et le silence. La vie de Cher n'a pas commencé sous les feux de la rampe, elle a commencé dans la fracture. Elle est née Cheryl Sarkisian Lapierre en 1946, à El Centro, en Californie. Sa mère, Georgia Holt, n'avait que 19 ans à l'époque, chanteuse en devenir et actrice occasionnelle, lorsqu'elle a rencontré John Sarkisian, un chauffeur routier américano-arménien au charme téméraire et aux allures de star de cinéma, alors qu'elle travaillait dans un magasin de donuts à Fresno. Quelques semaines après leur rencontre, Georgia épousa John lors d'une cérémonie expéditive à Reno. Une décision qu'elle regretterait presque immédiatement. De l'aveu même de Holt, elle quitta John le lendemain du mariage, avant d'être convaincue de tenter l'expérience pendant 3 mois. C'est durant cette période qu'elle tomba enceinte. Cher naquit moins d'1 an plus tard, et lorsque l'enfant eut 10 mois, ses parents avaient déjà divorcé. John Sarkisian disparut presque totalement de la vie de Cher, ne réapparaissant que brièvement durant son adolescence, sans jamais établir une présence stable et significative. Il luttait contre des addictions aux drogues et aux jeux et, selon Cher, portait une certaine tendance à la rapine. Elle tenait de lui son héritage, mais guère plus. Les années 1950 furent un cycle de bouleversements. Georgia se maria et divorça à de multiples reprises. 7 mariages au total, dont 2 avec Sarkisian, dans une époque patriarcale où le divorce restait scandaleux et les mères célibataires stigmatisées. Chaque nouveau compagnon signifiait une nouvelle adresse. À 6 ans, Cher avait déjà vécu dans une demi-douzaine de foyers. Elle passa de longues périodes chez ses grands-parents pendant que Georgia poursuivait des opportunités d'actrice à Los Angeles ou cherchait à gagner sa vie en chantant dans de petits clubs. L'instabilité financière était permanente. Il y eut des moments où la famille avait à peine de quoi manger. En 1948, lorsque Cher n'avait que 2 ans, Georgia dut faire le choix le plus déchirant de sa jeune maternité. Sans emploi et incapable de payer le loyer, elle plaça temporairement Cher dans un orphelinat catholique à Los Angeles. Georgia rendait visite à sa fille tous les jours, mais était impuissante à la ramener chez elle. Elle m'a dit qu'elle viendrait me voir tous les jours, et elle l'a fait, racontera plus tard Cher dans une interview à USA Today. Mais je pleurais, et elle pleurait aussi. C'était affreux. Elle n'avait pas le pouvoir de me reprendre. Elle n'avait ni travail ni argent. Ce souvenir, celui d'avoir été laissé derrière, même par la seule personne qui l'aimait vraiment, s'est inscrit dans l'ADN émotionnel de Cher. Elle ne l'a jamais oublié. À 9 ans, un autre chapitre dévastateur s'ouvrit. Le 3e mari de Georgia, John Southall, l'homme que Cher appellera plus tard son vrai père, disparut à son tour. La relation, marquée par des conflits et des disputes violentes, se termina par un divorce. Southall était musicien et acteur, et pendant quelques années, il avait apporté un semblant de structure. Mais comme les autres, il ne resta pas. En 1955, Cher vivait de nouveau à Los Angeles, souvent entouré d'artistes pleins d'espoir et d'interprètes en difficulté, dont aucun ne semblait avoir une prise stable sur l'argent ou la permanence. Elle décrira plus tard sa jeunesse comme oscillant violemment entre 2 extrêmes. Une semaine, elle et sa demi-sœur Jorgane partageaient un lit dans un appartement bon marché, survivant grâce à des haricots en conserve. La suivante, elle pouvait loger à Beverly Hills chez l'un des petits amis ou maris temporaires de Georgia.
Cher dira un jour qu'à 10 ans, elle avait déjà intégré une leçon brutale. Aucun homme n'est éternel, aucune maison n'est permanente, et la seule chose sur laquelle on peut vraiment compter, c'est sa capacité à survivre. La privation n'était pas seulement financière, elle était aussi émotionnelle. Il n'y avait jamais assez de constance, jamais assez de réconfort. Je me souviens être allé à l'école avec des élastiques autour des chaussures pour que les semelles tiennent, confia-t-elle à Vanity Fair en 2010. J'avais honte de mes vêtements. Ma mère disait « Bon Dieu, cher, on n'a pas les moyens d'acheter des chaussures. Arrête !» Et pourtant, la même fillette aux chaussures trouées s'entraînait à signer des autographes à 12 ans. Le désir d'être connu, d'être adoré, d'être quelqu'un, ne venait pas de l'ego. Il venait de la survie. Et ce que beaucoup n'ont jamais réalisé, jusqu'à ce qu'elle l'admette elle-même des décennies plus tard, c'est que la force de Cher, son style rebelle, son refus d'appartenir à un homme ou à un système, ne venait pas de la célébrité. Il venait de l'enfant qui avait un jour pleuré dans le couloir d'un orphelinat catholique, attendant sa mère. À la fin des années 1950, à l'orée de l'adolescence, Cher s'était déjà forgé une armure intérieure. Elle avait compris que le charisme pouvait la protéger, que la défiance pouvait détourner l'attention de la pauvreté et que le charme, comme celui qu'avait autrefois utilisé son père, pouvait devenir une monnaie à part entière. Mais au-dessous de tout cela, elle restait cette petite fille qui attendait qu'on vienne la chercher. Sa carrière fut une échappatoire et un champ de bataille. La carrière de Cher a toujours été décrite comme une succession de réinventions. Mais la réinvention n'a jamais été une stratégie, c'était une nécessité. Elle ne courait pas après les tendances, elle essayait de survivre. Après avoir quitté le lycée en classe de première, en raison d'une dyslexie non diagnostiquée et d'une profonde frustration face à ses difficultés scolaires, elle s'installe à Los Angeles à 16 ans. C'est là qu'elle rencontre Sonny Bono, un initié de l'industrie musicale de 27 ans, lié au producteur Phil Spector. Ce qui commence comme un arrangement professionnel devient rapidement une opportunité et un piège. Sous la direction de Sonny, Cher entre en studio et sort ses premiers singles sous le nom de Bonnie Joe Mason. Ce sont des échecs. Mais lorsqu'ils se rebaptisent Sonny and Cher, tout bascule. En 1965, I Got You Babe atteint la première place des classements. Cher n'a que 19 ans. Elle devient célèbre du jour au lendemain. Les années 1960 passent dans un tourbillon de succès et d'apparitions télévisées. Sa voix grave et profonde se distingue dans un univers dominé par les falsettos et les groupes de jeunes filles. Elle est sombre, cool, visiblement différente. Mais en coulisses, son autonomie s'effrite. Sonny contrôle les contrats, l'image, jusqu'à la façon dont elle s'habille. « Il ne voulait pas que je grandisse ni que j'aie la moindre liberté », dira-t-elle plus tard à Parade. « On travaillait plus qu'on ne vivait. » En 1971, il lance The Sonny and Cher Comedy Hour, un immense succès d'audience. Leur alchimie est indéniable, mais ce n'est pas un mariage d'ego, ni sur scène, ni hors caméra. Sonny détient 95% de Cher Enterprise. Elle a la célébrité. Lui a l'argent. Lorsqu'il divorce finalement en 1975, Cher repart avec à peine plus que son nom. Et encore, elle doit se battre pour le conserver. Dans les années qui suivent, elle se perd dans l'industrie musicale. Des albums comme Stars et Cherished échouent dans les classements. Sa tentative de diriger un groupe de rock, Black Rose, déroute le public. Puis, en 1982, Robert Altman l'a choisi pour Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean. Tout change. Mike Nichols la voit sur scène et lui propose Silkwood. Cher obtient sa première nomination aux Oscars. En 1987, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour Moonstruck. En 1989, elle revient au sommet du Billboard avec If I Could Turn Back Time. Son tube de l'air dance, Believe, suivra en 1998
faisant d'elle la seule artiste à avoir décroché des numéros 1 sur 6 décennies différentes. Ces mariages furent des blessures qui ne se sont jamais complètement refermées. De l'extérieur, Sonny et Cher semblaient former l'un des partenariats les plus solides de la culture pop américaine. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, ils étaient partout. Disques en tête des classements, télévision en prime time, spectacles à guichets fermés. Ce que le public ne voyait pas, c'est à quel point la relation était devenue déséquilibrée derrière les portes closes. Cher rencontre Sonny Bono en 1963, alors qu'elle a 16 ans, et vient tout juste d'arriver à Los Angeles. Lui en a 27, et il est déjà connecté aux producteurs, aux studios et aux dirigeants de maisons de disques. Au départ, il lui offre une structure et un accès. Très vite, cette structure se transforme en contrôle. Sonny ne se contente pas de gérer la carrière de Cher, il concentre son autorité sur presque tous les aspects de sa vie. Il la décourage de prendre des cours de comédie, résiste à toute tentative d'indépendance et insiste pour que toutes les décisions professionnelles passent par lui. Financièrement, le déséquilibre est extrême. Sonny crée Cher Enterprises de manière à posséder 95% de la société, les 5% restants revenant à leur avocat. Cher, pourtant visage et moteur de la marque, ne possède presque rien. À partir de 1971, avec le lancement de The Sonny and Cher Comedy Hour, la charge de travail s'intensifie. Cher dira plus tard qu'il travaillait plus qu'il ne vivait. En public, les échanges et la complicité semblent légers et ludiques. En privé, elle apprend à surveiller son ton, ses mots, jusqu'à ses émotions. Dans ses mémoires, elle explique comment elle a survécu en compartimentant, en étouffant son insatisfaction pour maintenir la machine en marche. Les infidélités de Sonny sont constantes et assumées. Il ne les nie pas, il les banalise. Avec le temps, Cher commence à se sentir moins comme une partenaire que comme une ressource. En 1972, le coup psychologique atteint un point de rupture. Lors d'une représentation à Las Vegas, Cher sort sur le balcon de la suite de leur hôtel et envisage sérieusement de sauter. Elle écrira plus tard qu'elle se tenait pieds nus, regardant en bas, consciente de la facilité avec laquelle elle pourrait disparaître. Ce qui l'arrête n'est pas l'espoir, mais le devoir. Son enfant Chaz, sa mère, sa sœur. La pensée que d'autres pourraient suivre son geste la fait rentrer à l'intérieur. Mais l'impulsion ne disparaît pas. Elle admettra plus tard que ses pensées sont revenues à plusieurs reprises dans les mois suivants. Lorsque Cher demande finalement le divorce, la réaction qu'elle reçoit révèle à quel point le mariage est devenu déformé. Sonny rit. Des années plus tard, il lui dira qu'après une dispute, il avait brièvement envisagé de la jeter du même balcon, plaisantant qu'il pourrait plaider la folie, purger une courte peine et revenir avec un contrat de livres. La remarque ne sonne pas comme une blague, mais comme une confirmation. Cher dira plus tard qu'elle n'a jamais cru qu'il l'aurait réellement fait. Mais le simple fait que l'idée lui ait traversé l'esprit reflétait son propre désespoir à cette époque. Le divorce, en 1975, est financièrement dévastateur. Sonny repart riche et juridiquement protégée. Cher, elle, se retrouve liée à des contrats qu'elle n'a jamais pleinement compris, contrainte de reconstruire sa carrière tout en se libérant d'un système conçu sans son consentement. Et pourtant, dans les années qui suivent, elle lui pardonne. Non pas parce que les dégâts étaient minimes, mais parce qu'elle avait besoin de survivre émotionnellement sans porter une colère permanente. Quelques jours seulement après la finalisation du divorce, Cher épouse Gregg Allman, leader du groupe The Allman Brothers Band. La décision est impulsive et dictée par l'émotion prise en juin 1975 après des années d'instabilité. 9 jours plus tard, elle demande le divorce. Leur premier rendez-vous avait déjà annoncé la suite. Allman disparaît pour consommer de l'héroïne et s'évanouit. L'addiction n'est pas une phase, c'est l'environnement. 1 mois plus tard, Cher retire sa demande par espoir, par loyauté et parce que ses schémas lui sont familiers. La grossesse ne stabilise pas la relation. Allman entre en cure,
rechute et alterne entre paranoïa et abus de substances. Cher se souviendra plus tard d'une nuit où il est convaincu que des hommes armés se cachent dans leur jardin. Ce moment lui fait comprendre les limites de ce qu'elle peut supporter. Elle sait qu'elle ne peut pas élever des enfants dans une atmosphère gouvernée par l'addiction et la peur. Le mariage prend fin définitivement en 1978, la laissant avec 2 enfants et un nouvel effondrement derrière elle. Lorsque Gregg Allman meurt d'un cancer du foie en 2017, la réaction de Cher est brève et sans fioriture. Les mots sont impossibles. Le deuil n'est ni simple ni nostalgique. Elle l'a profondément aimé, mais l'amour n'est jamais venu sans danger. Sa disparition rouvre des blessures qui ne se sont jamais complètement refermées. Au fil des décennies suivantes, la vie sentimentale de Cher évolue. Elle fréquente des hommes plus jeunes, Rob Camilletti, Tom Cruise, Val Kilmer, des relations intenses mais limitées dans le temps. Aucune ne porte l'attente de la permanence. En 2022, à 76 ans, elle confirme publiquement une relation avec le dirigeant musical Alexander Edwards, de près de 40 ans son cadet. Les réactions négatives sont immédiates. Cher reste indifférente. L'amour ne connaît pas les maths, écrit-elle. Après des décennies de contrôle, d'addiction et de survie, elle ne se sent plus obligée de justifier ses choix. Le parcours complexe de Cher en tant que mère. La carrière de Cher, qui s'étend sur plusieurs décennies dans le monde du divertissement, a souvent laissé peu de place à la stabilité familiale. Et ses enfants, en particulier Elijah Blue Allman, ont porté le poids de ce déséquilibre. Né en 1976, au cœur de son mariage tumultueux avec Gregg Allman, l'enfance d'Elijah a été façonnée par un environnement instable et imprévisible. Selon ses propres récits, il est envoyé en internat dès l'âge de 7 ans, une décision qu'il a vécue non comme une protection, mais comme un rejet. Dans plusieurs interviews, il a raconté avoir expérimenté la drogue dès l'âge de 11 ans et s'être senti émotionnellement détaché de sa mère durant ses années les plus vulnérables. « J'ai commencé à me droguer très tôt parce que j'essayais de combler un vide », a-t-il confié à Entertainment Tonight en 2014. Cette déconnexion venait d'en haut. La tension s'est prolongée bien au-delà de l'enfance, malgré des périodes de rapprochement, notamment lorsque Cher a soutenu le mariage d'Elijah avec Mariangela Angie King en 2013, la relation est restée fragile. En septembre 2023, la situation s'aggrave lorsque Cher dépose des documents judiciaires demandant une « Je n'ai pas très bien géré les choses au début ». Elle a décrit sa réaction comme un mélange de chagrin et de confusion, non par désapprobation, mais par peur de perdre l'identité qu'elle avait toujours associée à son enfant. Avec le temps, grâce à la thérapie et à l'apprentissage, Cher a pleinement soutenu la transition de Chaz et est devenue l'une de ses plus ferventes alliées, assistant à des événements et saluant son engagement militant. Elle a toutefois reconnu que ce retard initial dans son soutien avait été douloureux pour Chaz et qu'elle le regrettait profondément. Pour Cher, ces 2 expériences parentales très différentes reflètent une vérité plus large qu'elle a fini par accepter. Sa résilience, indispensable à sa survie dans le show business comme dans sa vie personnelle, s'est parfois faite au détriment de sa disponibilité émotionnelle. Il ne s'agit pas de blâme, mais d'héritage. Et aujourd'hui, cet héritage ne se mesure pas seulement en Grammy Awards ou en chiffres du box-office, mais à travers le regard des enfants qui ont grandi dans son ombre. Comment la maladie et la perte ont failli mettre fin à la carrière de Cher. Au sommet de son succès cinématographique à la fin des années 1980, juste après avoir remporté l'Oscar pour Moonstruck en 1988, le corps de Cher a commencé à lâcher. Ce qui n'était au départ qu'une fatigue générale s'est rapidement transformé en une série de crises de santé invalidantes. Elle a été diagnostiquée porteuse du virus d'Epstein-Barr, une affection chronique et encore mal comprise à l'époque, qui lui provoquait une fatigue extrême, des infections récurrentes et un affaiblissement sévère du système immunitaire.
le virus a déclenché une cascade de maladies secondaires, dont le syndrome de fatigue chronique et de multiples pneumonies. À cette période, l'Epstein-Barr était souvent tourné en dérision sous le nom de grippe des yuppies, et beaucoup dans l'industrie doutaient de la réalité de sa maladie, l'obligeant à lutter non seulement contre ses symptômes, mais aussi contre le stigmate qui les entourait. Cher est restée alitée pendant de longues périodes, parfois des semaines entières. Elle a annulé plusieurs projets, refusé des rôles principaux et vu sa carrière cinématographique s'enliser. Ce qui aurait dû être la poursuite triomphale de son succès crossover est devenu une pause prolongée. Des années plus tard, elle décrira cette période comme l'une des plus sombres de sa vie. Il y a eu des moments où je pensais que j'allais mourir, a-t-elle confié dans une interview en 1991. L'épreuve physique s'est accompagnée d'un isolement émotionnel profond. Bien qu'elle fasse parfois des apparitions publiques, afin d'éviter les spéculations, elle menait en privé un combat long et invisible, qui lui a volé son énergie, son ambition et, pendant un temps, son identité même d'artiste. Puis, en 1998, survient un choc émotionnel inattendu. Sonny Bono, son ex-mari et ancien partenaire créatif, meurt dans un accident de ski à South Lake Tahoe, en Californie. Malgré leur histoire longue et complexe, marquée par la trahison, la manipulation et la douleur, Cher assiste non seulement aux funérailles, mais prononce un éloge public retransmis en direct à la télévision. Debout près de son cercueil, elle parle sans ironie ni amertume. Elle qualifie Sonny de personnage inoubliable. Elle reconnaît ce que beaucoup n'auraient jamais imaginé entendre de sa bouche. Sans lui, il n'y aurait jamais eu Sonny and Cher. Elle admet que c'est Sonny qui a cru en elle, façonné son image à ses débuts et lui a offert une plateforme. Ce faisant, elle fait preuve d'une grâce rare dans la culture des célébrités, choisissant de se souvenir de son impact plutôt que de ses fautes. Mais cet hommage n'est pas seulement un acte de pardon, c'est aussi une manière de reprendre possession de son histoire, selon ses propres termes. Aujourd'hui, à 79 ans, Cher se montre plus franche que jamais sur les forces qui l'ont façonnée, tant publiquement que dans l'intimité. Dans de récentes interviews et dans The Memoir, Part 1, elle redéfinit la notion de force non pas comme quelque chose d'inné, mais comme le produit du traumatisme. Sa résilience, explique-t-elle, ne vient pas de l'émancipation mais de la nécessité. La confiance que ses fans lui attribuent n'est pas née d'une foi en elle-même, mais de la survie. « Je ne suis pas devenue Cher parce que je pensais être spéciale », écrit-elle. « Je suis devenue Cher parce que je n'avais pas le choix. » Cet aveu reconfigure des décennies de perception publique. Ses tenues étincelantes, sa voix autoritaire et ses réinventions audacieuses n'étaient pas de simples expressions d'ego ou d'art, c'étaient des armures. Une protection contre un monde qui a trop souvent tenté de la définir, de la contrôler ou de la minimiser. La même industrie qui la qualifiait autrefois de simple chanteuse ou de faire-valoir de Sonny l'a finalement couronnée légende. Mais le prix à payer, physique, émotionnel et spirituel, est quelque chose qu'elle ne commence que récemment à reconnaître pleinement. Elle a bâti un empire à partir de la douleur. Elle a transformé l'abandon en ambition, le contrôle en indépendance, le chagrin en musique. Aujourd'hui, à 79 ans, Cher ne se cache plus derrière les répliques cinglantes ou les paillettes. Elle admet la solitude, les traumatismes, les regrets, et le fait que survivre signifiait souvent se taire. Mais maintenant qu'elle parle enfin, les vraies questions commencent. A-t-elle jamais vraiment pardonné à Sonny? Ou a-t-elle simplement appris à vivre avec ce qu'il lui a pris? Ses enfants ont-ils ressenti son amour au-delà de la célébrité ou seulement la distance qu'elle a créée? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir d'autres histoires derrière les projecteurs.